Charles, on arrive au terme de cette belle journée d'anniversaire, les 20 ans d'Innovacteur, et tu as souhaité inviter quelqu'un. Last but not least, comme on dit dans certains milieux. Nous avons souhaité finir cette journée en beauté en invitant une personne qui partage, je pense, l'ensemble de nos valeurs chez Innovacteur, qui est présidente du Conseil économique, social et environnemental. Je dis quelques mots. Alors, ce monsieur Thierry Baudet qui vient de nous rejoindre et que je salue et que je remercie pour sa disponibilité parce que je pense que son emploi du temps est beaucoup plus tendu que le mien. Donc, je le remercie et je voulais simplement vous signaler qu'il est né la même année que moi, mais je ne dirai pas quelle année parce que même les messieurs ont une certaine coquetterie dans ce domaine-là. Que monsieur Baudet a beaucoup sévi dans l'assurance, et je pense avec bonheur, et qu'il est, alors j'espère que je vais me tromper, depuis mai 2021, donc le président du CESE, qui est quand même la 3e Assemblée de la République. Donc chapeau bas, monsieur Baudet, et je vais lui laisser la parole. Merci d'accueillir, s'il vous plaît, Thierry Baudet, président du Conseil économique, social et environnemental. Bonjour ou bonsoir à toutes et à toutes. Je crois Madame la Présidente d'honneur, Madame Garcia, Monsieur le Président, Monsieur Guillet, Mesdames et Messieurs les récipiendaires, puisque donc il y a des prix qui ont été remis, et Mesdames et Messieurs. Donc très simplement, je suis désolé de ne pas avoir été là plus tôt. Je suis néanmoins vraiment heureux de vous rejoindre à l'occasion des 20 ans de votre association et de la 18e édition de ces trophées de l'innovation participative. L'innovation participative, ça parle au Conseil économique, social et environnemental et ça parle au président que je suis. Vous avez bien voulu dire que j'étais dans l'assurance, c'est vrai, mais j'étais dans l'assurance mutualiste. Et en mutualité, la participation, l'association des parties prenantes, c'est au cœur de nos modèles de gouvernance. Et moi, j'ai toujours fait partie de celles et ceux qui pensent que la démocratie ne se résume pas au dimanche d'élection, que la bataille démocratique est la première des batailles à mener, que bien sûr, il faut démocratiser l'État et les institutions, mais qu'en réalité, c'est toute la société qu'il faut démocratiser. Que la démocratie ne doit pas s'arrêter aux portes de l'entreprise et que l'innovation participative contribue à mettre de la démocratie dans l'entreprise et donc dans la société, et donc renforcer l'appétit, j'allais dire, et l'envie de démocratie. Moi, je prends souvent un exemple, il vaut ce qu'il vaut. Mais j'ai toujours été frappé, par exemple, par la politique d'ouverture et de gratuité des musées, pour parler du secteur de la culture. Alors je trouve que naturellement, c'est une démarche qui est extraordinairement louable, vouloir démocratiser la culture, mais on observe en réalité que finalement, on a créé un effet d'aubaine supplémentaire pour celles et ceux qui fréquentaient déjà les musées. Mais si par ailleurs, on ne développe pas au plan de la culture j'allais dire une pratique culturelle amateur, si on ne permet pas aux personnes de découvrir la culture, d'avoir un envie et un goût de culture, on ne va pas élargir le cercle des participants. Et moi, en matière de démocratie, j'ai envie de dire que les combats des siècles et des années passées, c'était d'élargir le cercle des participants à notre système démocratique, les femmes, les jeunes, les indigents, les étrangers. Et je pense qu'aujourd'hui, finalement, l'enjeu premier, c'est de ramener dans le jeu démocratique celles et ceux qui pourraient y participer mais qui n'y prennent plus part. Et donc la question, c'est comment on donne le goût et l'envie de la démocratie. Voilà, pardon, peut-être pour cette digression en début de propos, mais c'était en réaction de ce que vous venez d'indiquer. Permettez-moi peut-être de prendre simplement quelques instants pour vous présenter notre Assemblée qui, je le crois sincèrement, partage une vision commune
de la démocratie participative avec votre association. Et surtout, de la place qu'elle doit prendre dans la société d'aujourd'hui et demain. Moi, j'insiste, la démocratie, d'une manière générale, ne se limite pas au dimanche d'élection. On ne peut pas se contenter d'une démocratie par spasme une fois tous les 5 ans. Et j'ai une conviction profonde, c'est que finalement, il faut aller au-delà de l'abstention et bien comprendre que nos concitoyens probablement n'ont jamais eu autant envie qu'aujourd'hui d'être acteurs des sujets qui les concernent. Ce n'est pas parce qu'ils ne vont pas voter qu'ils ne se désengagent pas. Ils ont envie d'être acteurs des sujets qui les concernent. Et pour tenter une formule, je dirais que nos concitoyens ne veulent plus seulement donner leur voix les dimanches d'élection, mais ils veulent donner de la voix, ce qui est tout à fait différent. Et la question qui nous est posée, c'est comment fait-on démocratie entre 2 élections et comment crée-t-on des espaces de participation. Alors notre Assemblée, pour celles et ceux qui ne la connaîtraient pas ou pas assez, vous l'avez dit, Président, c'est la 3e Assemblée de la République, elle est inscrite dans la Constitution. Nous avons été réformés en 2001 et depuis notre réforme de 2001, elle compte 175 conseillères et conseillers, représentant quelques 80 organisations de la société française désignées pour un mandat de 5 ans. Des entrepreneurs, des agriculteurs, des syndicalistes, des représentants des grandes associations et ONG françaises qui agissent dans des secteurs aussi divers que ceux de la cohésion sociale, territoriale ou encore de l'environnement. Je ne suis pas exhaustif. Pour moi, c'est l'Assemblée, on dit des corps constitués, de la société civile organisée, mais pour moi, c'est surtout l'Assemblée de la société agissante, c'est-à-dire que les membres ne sont pas des professionnels du CESE, les entrepreneurs sont dans leur entreprise, les agriculteurs dans leur exploitation, les syndicalistes également défendent les intérêts des salariés. Et pour la plupart des membres, ce n'est pas une mission à temps plein et c'est ce qui fait que, je pense, nous apportons un éclairage particulier. Alors notre mission, et je veux insister là-dessus, car elle implique, elle engage un grand nombre d'acteurs de votre écosystème, et d'éclairer les politiques publiques aux moyens d'avis rendus par les membres. Globalement, nous rendons une trentaine d'avis par an. Nous pouvons soit être saisis par le gouvernement, plus exceptionnellement par le Parlement. Ça a été le cas récemment sur la question de l'abstention des jeunes, ça a été le cas sur la question des métiers en tension ou plus récemment encore sur l'accueil de la petite enfance. Et puis nous pouvons aussi nous autosaisir de sujets. Moi j'aime à dire que le CESE c'est un peu l'assemblée du temps long. Quand on s'autosaisit, on ne se saisit pas tant des sujets qui font la une que des sujets qui font l'avenir. Et je pense vraiment que dans notre pays, on a intérêt à ne pas confondre les sujets qui font l'avenir et les sujets qui font la une. Probablement que ce qui nous caractérise par rapport aux 2 autres assemblées, c'est que oui, nous nous inscrivons dans un temps long, nous n'avons pas la culture de l'éclat médiatique. C'est peut-être ce qui fait d'une certaine manière notre relative discrétion, mais je pense surtout que c'est ce qui fait notre force. Dernièrement, j'ai eu l'occasion de participer à un colloque où un intervenant, le président de la coordination nationale des conseils de développement, M. Arbouet, pour ne pas le citer, déclarait ceci, il disait « Tout le monde sera d'accord avec le principe de la démocratie participative ». Et c'est vrai, qui aujourd'hui, dans notre société, pourrait dire qu'il est contre le dialogue, l'écoute, la concertation. Tout ça est vrai, mais à mon sens, c'est l'étape suivante qui est la plus problématique. C'est que faire de cette parole une fois qu'elle a été recueillie,
moyennant beaucoup de temps, d'engagement et de dévouement de la part de celles et ceux qui veulent bien contribuer. Et moi, je pars du principe qu'aujourd'hui, la seule posture de l'écoute, qui est importante, mais la seule posture de l'écoute ne suffit plus. Et ceci, au moins, à deux titres. Tout d'abord, la participation citoyenne, l'innovation participative, ne peut plus rester une simple bonne intention. C'est à vous que je dis ça devant vous, avec vos 20 années d'expérience. Je suis convaincu que la participation citoyenne, je ne sais pas si les mots sont les bons, mais elle doit devenir un art, une méthodologie, une pratique, une gouvernance pour parvenir à une démocratie continue, selon l'expression du constitutionnaliste Dominique Rousseau, dont je ne me lasse pas. L'enjeu, c'est de créer les conditions d'une démocratie plus continue, et tout ça, ça ne s'improvise pas. Les questions méthodologiques sont centrales. Et nous le voyons, nous, au CESE, actuellement tout particulièrement, qui sommes chargés d'organiser une convention citoyenne sur la fin de vie. Après la Convention citoyenne climat, et avec les limites de la Convention citoyenne climat en 2018, nous lançons, j'allais dire, sur une commande de la Première ministre sur une deuxième opération de cette nature, l'organisation d'une convention citoyenne sur la fin de vie. Nous ne sommes pas loin d'une superproduction démocratique, avec 170 citoyens qui vont être tirés au sort, avec un comité de gouvernance, avec des garants, avec des chercheurs qui vont suivre en temps réel la convention citoyenne, avec des partenariats avec les médias, avec des débats parallèles qui vont être organisés par le gouvernement, et avec un budget global qui se chiffre en millions. Mais sans atteindre, évidemment, cette ampleur assez exceptionnelle, je suis convaincu qu'au plan méthodologique, la professionnalisation des procédures est essentielle pour que les consultations publiques soient en tout temps et en tout lieu, techniquement reproductibles, méthodologiquement irréprochables, et ça va être mon deuxième point, j'y viens, politiquement opposables. Et ça, c'est vraiment mon deuxième point. Parce que je pense que ce que j'appelle l'opposabilité, cette opposabilité, elle pose la question des débouchés de la participation citoyenne. S'agissant du CESE et s'agissant par exemple des citoyens qu'on va tirer au sort, des 170 citoyens qui vont être tirés au sort, il n'est bien sûr pas question pour eux de concurrencer la légitimité du pouvoir exécutif ou législatif. En dernière analyse, ce sont bien sûr les députés qui votent et selon les sujets, l'exécutif, le gouvernement qui décide ou les élus locaux. Mais chacun le voit, en particulier aujourd'hui en l'absence d'une majorité à l'Assemblée, ces votes et ces décisions sont de plus en plus laborieux, sont de plus en plus fragiles, tant notre démocratie est frappée de fatigue et de lassitude, tant elle est désertée, je l'ai dit, lors des dimanches d'élection, et contestée dès le lendemain. Aujourd'hui, l'élection ne donne plus nécessairement aux élus, ne leur permet pas de refaire le plein de carburant démocratique qui va leur permettre, j'allais dire, de porter leur projet tout au long du mandat. Et on se rend compte, tout particulièrement aujourd'hui, me semble-t-il, que gouverner ou voter des lois, c'est le dernier maillon de la chaîne, naturellement essentiel et souverain. Essentiel et souverain. Mais cette décision vaut ce que valent en amont
la réflexion, la consultation, la participation. C'est pour moi une conviction très très forte. Le pouvoir public, à l'évidence, se suffit à lui-même pour décider des politiques publiques, mais il est de plus en plus loin pour des politiques publiques qui soient justes, efficaces et acceptées. Et j'ai vraiment l'intime conviction que les transitions urgentes qui nous attendent rendent impératif cet approfondissement démocratique à rebours des tentations autoritaires qui fleurissent dans bon nombre de pays. Et c'est en ce sens que, de mon point de vue, la démocratie participative est politiquement et non juridiquement toujours plus opposable à l'exercice traditionnel du pouvoir. Peser et être écouté, cela détermine certes notre crédibilité, mais de plus en plus, je le souligne, la crédibilité du pouvoir qui fera ou non preuve d'écoute. Si je devais le dire en d'autres termes, pour utiliser quelques formules, pour revenir sur la Convention citoyenne climat qui va s'ouvrir, la magie du tirage au sort ne va pas conférer aux 170 citoyens tirés au sort la légitimité de peuple souverain. Le dernier mot appartiendra à celles et ceux qui ont la légitimité de l'élection, mais la qualité du dernier mot dépend beaucoup de la qualité des premiers mots. La qualité des premiers mots, en l'occurrence, qui seront ceux des citoyens. Et moi, c'est un sujet qui me paraît très important. Si la décision appartient à celles et ceux qui ont la légitimité de l'élection ou au pouvoir exécutif selon les sujets, la construction de la décision, elle appartient de plus en plus à la société tout entière et notamment aux citoyens, d'où l'importance de la démocratie participative, d'où l'importance de l'innovation participative. C'est pourquoi la démocratie, elle doit être continue et irriguée par toute la société, aussi bien dans les sphères publiques que privées. Et en 20 ans, pour évoquer vos 20 ans d'existence, l'idée de participation, notamment grâce à vous et à des acteurs comme vous, elle a fait bien du chemin. Je pense à la Commission nationale du débat public qui, elle, a fêté récemment ses 25 ans. Et je pense aussi au Conseil économique et social que je préside, qui est devenu non seulement environnemental, mais qui a été promu carrefour des consultations publiques par la réforme de 2021. Et je veux vous dire, à titre d'exemple et d'illustration, que depuis 2017, une dizaine de nos avis et résolutions ont eu comme point de départ des pétitions, l'étude de pétitions citoyennes. Et j'ai envie de vous dire, durant ces 20 années, quel chemin parcouru pour votre association, 20 ans que vous agissez pour aider les organisations à développer des démarches d'innovation participative épanouissantes avec un objectif de réalisation concrète. J'ai compris que vous avez débuté pour l'essentiel dans le secteur de l'industrie, que vous êtes ouvert au secteur des services, qu'aujourd'hui le secteur public est très présent dans votre organisation. Moi, je veux y voir un signe encourageant d'une société qui trouve dans les démarches de démocratie participative une réponse à ces interrogations ou encore un moyen de faire face à ces nouveaux défis. Et en écho à ce que vous faites, pour ce qui nous concerne, au CESE, nos avis s'appuient de plus en plus sur des panels de citoyens que nous associons à nos travaux. J'ai évoqué tout à l'heure des travaux sur l'abstention des jeunes. On avait tiré un certain nombre de citoyens au sort qui sont venus participer
à égalité, à parité avec les membres aux travaux du CESE. Nous multiplions les consultations en ligne, récemment sur les métiers en tension, sur les mobilités durables dans les zones sous-denses. Là, on avait initié il y a quelque temps une consultation en ligne sur les questions de parasport et d'accessibilité aux installations sportives pour toutes les populations. Nous multiplions des démarches comme ça consultatives et puis nous organisons aussi des démarches délibératives. Récemment, on a travaillé avec beaucoup de responsables associatifs à l'occasion d'un avis qu'ont réalisé sur le statut du bénévole. Ce que je veux vous dire, c'est qu'à notre façon, nous tentons, nous aussi, de contribuer à l'innovation participative. J'ai été élu à la présidence du CESE il y a 18 mois et une de mes premières actes un peu symboliques, ça a été de créer une direction de la participation citoyenne pour qu'on se dote de compétences propres pour pouvoir déployer ces innovations. Je pense donc que l'innovation participative, partie du secteur privé et associatif, partie de ce que vous faites, je pense vraiment que l'innovation participative a gagné la bataille des idées. Ça ne veut pas dire qu'on est au bout du chemin, mais je pense que cette innovation participative a gagné la bataille des idées. Elle s'étend à présent, même si c'est encore balbutiant, même si c'est encore imparfait, même si c'est encore perfectible, elle s'étend à présent à la construction de nos politiques publiques pour ressourcer notre démocratie. Je crois vraiment que le pouvoir vertical a montré ses limites. Aucun parti, aucune institution ne peut aujourd'hui, moins que jamais, prétendre à lui seul représenter l'ensemble des Français. La démocratie doit se ressourcer. Elle ne peut se réduire à des règles formelles, je l'ai dit aux dimanches électoraux. Cela passera par... pardon, j'insiste, hein, moi j'étais instit, et en bon instit, on m'a toujours appris qu'il valait mieux se répéter que se contredire. Donc pardon si je me répète, mais ça passera par une démocratisation de la société dans tous les secteurs, entreprises, éducation, culture, santé, et je pourrais multiplier les secteurs. Et j'ai envie de dire aussi que peut-être, et ce sera mes derniers mots, il me semble que nous sommes par ailleurs revenus du tout innovation technologique. Bien sûr que l'innovation technologique est importante en matière de démocratie participative et d'innovation participative, mais je crois que nous sommes revenus du tout innovation technologique que des experts ou des ingénieurs nous auraient présenté comme autant de solutions miracles. Je suis convaincu que le progrès ne se réduit pas au progrès technique, que le progrès est aussi politique, démocratique, culturel, l'innovation sociale, puisque c'est ce dont vous parlez, ce dont vous traitez, ce que vous réalisez. L'innovation sociale, celle qui peut être imaginée et portée par tous, sera la clé de toutes les transitions qui s'imposent à nous. Nous devons certes innover scientifiquement, mais surtout dans nos manières de penser et d'agir, j'ajoute de produire et de consommer. L'intelligence artificielle, dont on parle tant, n'est après tout qu'une facette parmi d'autres de l'intelligence collective que vous participez à faire vivre au quotidien. Vive l'intelligence collective, faisons le pari des territoires, faisons le pari des acteurs. Bravo pour ce que vous faites. Merci de votre invitation et de votre attention. Merci Thierry Baudet.